peut dire que la Russie est le plus important de nos partenaires naturels. L'Union européenne est le premier partenaire commercial pour la Russie, bien avant les autres parties du monde ou les grandes puissances émergentes. C'est le premier partenaire commercial en importation et en exportation. L'Union européenne est également le premier investisseur en Russie. 75% de ce que vous appelez les investissements directs étrangers viennent des États membres européens. Dans ce domaine, la France fournit sa contribution, un peu modeste selon moi, ça souhaiterait plus dynamique. La France est le troisième fournisseur européen de la Russie, derrière l'Allemagne et l'Italie, et les échanges entre nos deux pays ont atteint en 2014 17 milliards d'euros. Ce qui est important, mais qui ne rejoint pas tout à fait la trajectoire que vous avez tracée lorsque vous étiez ministre des Finances. Vous avez prévu une augmentation continue et régulière de ces chiffres. Si on prend la dimension mondiale, la France est le 8e fondateur mondial de la Russie. Mais elle n'est que le 17e client de la Russie. Et elle n'absorbe que 1,52% des exportations russes. Tous ces chiffres sont trop faibles et sont appelés à se développer. Je souhaite que nos travaux de nos entreprises, de nos administrations, se poursuivent avec l'idée de faire progresser assez rapidement ces chiffres. La culture et la spiritualité russe sont proches parents de la culture et de la spiritualité européenne. Et les deux ensembles sont issus du même patrimoine gréco-latin. Il y a donc, au-delà des intérêts immédiats, des racines lointaines qui nous invitent à développer nos relations. Parmi tous les pays voisins de l'Union européenne, si on fait le tour, celui qui constitue notre premier partenaire privilégié, c'est, pour ces raisons historiques et culturelles, la Russie. Il faut donc maintenir avec elle un dialogue constructif et ouvert. Ne nous y trompons pas, la question de l'entrée de la Russie dans l'Union européenne ne se pose pas, d'ailleurs n'a jamais été posée, en raison de la dimension sibérienne de la Russie, qui fait que c'est un pays qui est à cheval sur le monde européen et sur le monde asiatique, et que l'Union européenne ne peut pas avoir une frontière commune avec la Chine. De même, et contrairement à un certain nombre de voix qui s'élèvent, l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne ne se pose pas davantage. Il n'y a pas à l'heure actuelle ni candidature, ni dispositif pour accueillir cette entrée. Dans le cas de l'Ukraine, il s'agit d'évoluer vers une structure politique nouvelle, largement décentralisée, avec la possibilité de créer des régions autonomes dotées d'un pouvoir exécutif. Cette République d'Ukraine, dont les frontières resteront les frontières actuelles, sera respectueuse des identités et des responsabilités de ses composants. Elle constituera un point, un lien pacifique entre l'Union européenne et la Russie et ne devra pas s'impliquer dans des alliances
de caractère spirituel. Ceci nous impose de rester fidèles à un système de valeurs qui repose sur le respect de la loi et des engagements internationaux. C'est d'ailleurs ce que nous avons voulu souligner par l'article du traité constitutionnel, lorsque nous évoquions un espace de bon voisinage fondé sur les valeurs de l'Union. Cela sera facilité par une relance des liens de coopération commerciaux et technologiques pour l'avenir, qui devraient retrouver prochainement, on a vu, leur espace de liberté. Encore faut-il que l'Union européenne résiste aux appels à sanctionner plus lourdement encore l'État russe. Comment ne pas considérer que ces sanctions font en réalité du tort aux deux protagonistes, la Russie et l'Occident, en altérant nos échanges commerciaux ou nos contacts personnels. Dans le désordre international actuel, c'est comme un signal d'une agitation latente dans le monde face à la flambée des violences au Moyen-Orient. Devant l'incertitude provoquée par les élections dans tel ou tel grand pays, notamment l'année prochaine aux États-Unis d'Amérique, personne ne peut souhaiter que l'économie russe s'affaiblisse. Elle a les moyens de devenir un marché émergent dynamique grâce à son fort potentiel industriel et la surprenante résistance de ses structures économiques au choc spéculatif. On l'a vu à propos de la monnaie, où la monnaie nationale russe a connu à la fois une chute forte à l'automne dernier et ensuite, dans la période récente, un rebond également rigoureux. L'Europe doit améliorer la qualité de ses rapports avec ses grands voisins et avant tout avec la Russie. Le résultat de la politique européenne vis-à-vis de Moscou ne peut pas se limiter exclusivement à la question ukrainienne. Le peuple russe est un grand peuple. Nos pays ne sont pas voués à être de simples voisins qui, au mieux, cohabitent paisiblement et au pire, se tournent le dos dans la méfiance. Ce qu'il faut au contraire, c'est développer des relations beaucoup plus étroites, d'où la nécessité de se respecter et de dialoguer. Car si le savoir-vivre peut suffire au bon voisinage, l'amitié, elle, se bâtit sur la compréhension et sur la confiance. Скажите, как вы думаете, Соединенные Штаты и Запад в целом когда-либо смирятся с присоединением Крыма к России? Écoutez, vous irez poser cette question dans une université américaine. То есть задайте вопрос этот в каком-нибудь американском университете. Je vous dis simplement une chose très simple. Il faut étudier l'histoire. Il faut savoir ce qu'a été la Crimée depuis plusieurs siècles. La Crimée n'a jamais été ukrainienne. La Crimée était sous l'influence de la Turquie. Et lorsque la Russie, au XVIIIe siècle, s'est étendue vers le sud, sous le commandement principal du prince Potemkin, les combats ou les rivalités étaient entre les Russes et un petit potentat local qui gouvernait la Crimée. Mais pas du tout, l'Ukraine n'était pas dans le débat.
On dit fréquemment dans les conversations, on doit respecter les frontières telles qu'elles étaient à l'issue de la Dernière Guerre mondiale. Un peu de mémoire. À la fin de la Dernière Guerre mondiale, il y a eu une conférence sur la paix qui a eu lieu où? À Yalta, en Crimée, à l'invitation de la Russie, et où étaient présents Roosevelt et Churchill. Позвольте один вопрос из интернета задать наших слушателей. Хотелось бы узнать мнение господина президента об отказе Франции передать Мистраль. Bon. Ce n'est pas la peine de revenir sur cette affaire, c'est une question qui est en voie de règlement aux dépens de la France, puisque, en effet, ces bateaux ne seront pas livrés, mais la Russie sera dédommagée. Le résultat de l'opération sera un versement financier assez important de la France à la Russie. Pouvait-on éviter cette situation? Je crois que oui. Mais il y a eu une sorte de lacune, une manque de communication. Ces bâtiments sont des bâtiments très performants, c'est une technologie tout à fait de pointe, en fait. La Russie voulait les acheter pour sa flotte de la mer du Nord, celle qui patrouille le long de la Russie du Nord et le long de la Sibérie. Et il était décidé par le Russe que c'est là que seraient ces bateaux. Si ça avait été mieux connu et peut-être mieux précisé du côté russe et du côté français, il n'y avait pas de raison de ne pas livrer ces Mistral. La difficulté est venue du fait que la discussion a eu lieu à un moment où il y avait des opérations militaires sur la côte de la mer Noire. Et à ce moment-là, en effet, dans une culture d'apaisement et de non-participation au conflit, on ne pouvait pas envoyer des bâtiments de guerre performants dans la mer Noire. Mais ça n'était pas du tout le projet des Russes, du tout, et c'était naturellement pas le souhait des Français. Donc à ce moment-là, à mon avis, s'il y avait eu une explication plus franche et plus complète, le problème aurait pu être résolu. Maintenant, c'est trop tard, il ne m'appartient pas de juger l'action des gouvernements. Je vais me contenter de boire un peu d'eau. Thank you.